Faut que tu commences. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette visio consacrée au sujet des proches aidants, suite à l'enquête que le SNADEOS a lancée sur ce sujet au printemps dernier. Alors, je laisse la parole à Madame Anne Ogmar, qui va se présenter, notre chef de file de la négociation aidant. Alors bonjour à tous. Oui, je suis Anne Ogmar, je suis chef de file pour cette négociation. Je suis également trésorière du SNADEOS et sous-directrice pour la caisse primaire de Tours des fonctions support. Et donc ça signifie que j'avais RH, logistique, informatique et vous savez tout ce qui peut être derrière. Voilà. Merci Yann. Léonard Guimau. Oui, bonjour, je suis Léonard Guimau, sous-directeur à la CEPAM de Paris, secrétaire général du STADEOS et conseiller confédéral CFTC sur les sujets de protection sociale, famille, santé, financement, dépendance. Merci Léonard. Quant à moi, Benoît Volkoff, président du SNADEOS et sous-directeur de la CEPAM de Savoie. Bien, merci en tout cas d'assister et de regarder cette visio. Alors, pour introduire cette visio, je tiens à préciser que le sujet de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale est une préoccupation majeure pour le SNADEOS CFTC, car il renvoie à la question du bien-être au travail. Il est important que les impacts négatifs, parfois, de la vie personnelle ne nuisent pas à la carrière et à l'évolution professionnelle des agents de direction. De la même façon, les exigences et les responsabilités de la fonction ne doivent pas empêcher la bonne tenue de la vie personnelle et familiale et doivent en tout cas permettre de faire face à ces aléas. Alors, ce sujet est particulier pour les agents de direction parce qu'ils disposent d'une autonomie d'organisation, d'une certaine liberté, mais également de responsabilités particulièrement contraignantes qui peuvent être un peu contradictoires avec la nécessaire souplesse dont ils devraient bénéficier pour s'occuper de leurs proches aidants, qu'il s'agisse de leurs parents en train de vieillir, de leur enfant qui peut être en situation de handicap, de leur conjoint qui peut être malade. Il n'y a pas une situation d'aidance type, mais plusieurs situations d'aidance parfois différentes. C'est un sujet important qui concerne de plus en plus de salariés et les ADD ne font pas exception. C'est pourquoi le Stadéos a lancé donc une enquête au cours du mois de mai, sur la période mai à mi-juillet, près des ADD. Et près de 9% des ADD ont répondu à cette enquête, 170 pour être précis, ce qui fait qu'elle est suffisamment significative, nous permettant de tirer un certain nombre d'enseignements. Et c'est ce que nous allons développer dans ce webinaire, des enseignements sur comment les ADD vivent cette situation ou l'appréhendent quand ils ne la vivent pas directement. Par rapport à l'accord UCANS existant qui date de 2021 et qui doit être renégocié, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-il connu, apprécié? Et puis, dans la mesure où cet accord doit faire l'objet d'une renégociation, puisqu'il arrive à son terme en 2025, quelles sont les propositions que le SNADEO CFTC a formulées, a sondées à travers cette enquête aidant près des ADD et qu'il pourra donc présenter à l'UCANS? Voici les différents thèmes donc, que nous allons aborder. Et je vais commencer par donc, vous présenter, on va dire, le cadre général de cette enquête. Donc une enquête qui a duré 65 jours, avec près de 90 questions. Je dis tout à l'heure que le sujet de l'aidance concerne une frange de plus en plus importante de salariés. Il s'estime à 25% à horizon 2030. Et ce sujet qui intéresse donc nos ADD, en tout cas, puisque près de 9%, près d'un agent de direction sur 10, ont répondu à notre enquête. C'est quand même 170 agents de direction. On le verra tout à l'heure, assez représentatif. Oui, en Alors, effet. Merci Benoît. En effet, effectivement, vous nous avez répondu et moi je tiens à vous en remercier parce que c'est grâce à ces réponses que nous sommes légitimes aussi à faire des propositions
et à avancer. Et donc, en termes de représentativité, nous sommes bons, non seulement en pourcentage, là, comme on le disait, en taux de réponse, mais aussi dans la répartition des répondants, que ce soit dans la branche d'appartenance, dans le type de caisse, et même dans les fonctions tenues. Alors, il y a juste un petit bémol, si on devait dire cela ainsi, c'est qu'il y a une légère sous-représentation des sous-directeurs et une légère surreprésentation des DCF, mais rien qui soit de nature à empêcher d'avoir quelque chose de malgré tout représentatif. Donc, d'un point de vue personnel, les ADD répondants ne nous ont pas surpris, hein. C'est une majorité en couple et la majorité d'entre vous êtes parents. Voilà. En revanche, et là c'est plus surprenant, même si on est déjà avec 36% des répondants qui nous confirment être déjà ou se considérer comme aidants. Cela signifie que nous sommes déjà au-dessus pour cette population des 25% annoncés. Et c'est là où ça prend toute une dimension, puisque sur ce qui est des ATD en situation de proche aidant, eh bien, nous avons près de 60 personnes qui ont répondu être aidants déjà. Et lorsqu'ils sont aidants, c'est évidemment, et je dirais presque heureusement, d'une personne majoritairement. Néanmoins, il y en a près d'un tiers qui a plus d'une personne à gérer, soit deux, voire quatre personnes. Et on imagine bien ce que ça peut représenter en termes de charges. Sur les personnes aidées, il y a une logique. Ce sont avant tout les aïeux qui sont pris en charge, mais enfants et conjoints ne sont pas hors du panel. Et cela est important puisqu'on oublie souvent, parce qu'on pense au vieillissement de la population, c'est une des grandes thématiques aujourd'hui. En revanche, les accidents de la vie, les accidents de naissance aussi, donc qui amènent soit une pathologie, soit un handicap, soit une maladie aussi qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie et qui fort heureusement, parfois peut s'arranger. Et tout ça crée des moments d'aidance qui peuvent arriver dans une famille ou avec des proches. Et donc l'aide apportée, elle est majoritairement sur trois domaines: la gestion administrative, l'aide à la santé et l'aide à la vie quotidienne. Sur l'aide à la vie quotidienne, je passe. Par contre, sur la gestion administrative, comme ce sont des choses qu'on peut faire à distance, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent et qui est beaucoup plus fort en charge mentale qu'on ne le croit. Sur la fréquence d'aide apportée, on est avec une répartition pratiquement un tiers pour chacun, entre l'aide ponctuelle, l'aide hebdomadaire le week-end et l'aide tous les jours. Ça veut dire que certains partagent leur logement avec l'aidé ou sont dans une très grande proximité permettant de conserver une aide quotidienne. Et ce qui apparaît, c'est que le volume d'aide apportée, le volume horaire, il est très important. On a, pour ceux qui font une aide quotidienne, on a 50% qui ont entre 1 heure et 2 heures, mais il y en a 28% par contre qui sont à plus de 2 heures par jour. C'est beaucoup. Et pour ce qui est des aides ponctuelles, donc, ou le week-end, on est là aussi sur majoritairement entre 1 heure et 3 heures pour 51%. Néanmoins, il y a quand même 28% qui passent plus de 3 heures. Et ça, c'est beaucoup, surtout quand on doit y rajouter, en particulier pour les aides ponctuelles et les aides du week-end, l'éloignement, et avec le temps de trajet qui s'ajoute à ce temps d'aide effectif. Et on a quand même des personnes qui font majoritairement plus de 2 heures de transport dès lors qu'ils se rendent chez leur aidé. Alors, l'impact de l'aidant sur la vie professionnelle, vous l'appréhendez et sur votre carrière également, puisque vous le savez, vous le sentez, ça a un impact, ce rôle d'aidant. Et c'est un point important puisque, justement, comme l'évoquait Benoît, l'aidance est une charge lourde. Et cette charge, elle est physique, et là on le voit en fatigue, euh, mais elle est aussi mentale, avec la fatigue mentale, avec des stress et de l'anxiété. Et puis, dans ce lien à la vie professionnelle, c'est la difficulté à concilier les horaires. Les aidants nous le disent, ils ont des difficultés à le faire. Et ça signifie une chose aussi importante, c'est qu'on peut être ADD, et comme l'a évoqué Benoît, les ADD que nous sommes responsables, nous avons des missions qui nous prennent beaucoup de temps avec des réunions, des rendez-vous.
et qui font qu'on ne maîtrise pas complètement son calendrier, son agenda. Et donc, justement, concilier les horaires avec les obligations d'une vie d'aidant, ce n'est pas simple. Benoît, je te passe la parole pour les Alors, non-aidants. Siane, alors effectivement, cette inquiétude, elle ressort aussi vis-à-vis des agents de direction qui ne sont pas en situation d'aidant, ce qui montre l'importance du sujet, puisque 9 agents de direction sur 10 se sentent concernés par ce sujet et pensent, dans un avenir relativement parfois proche, devoir aider un des leurs, pratiquement, vous voyez, 9 ADD sur 10, hein, 87%, et pour certains, très certainement. Et qui vont-ils aider? Ben, pas de mystère, hein, on est principalement sur des parents, grands-parents, sur des aïeux, et parfois aussi quand même sur des conjoints. Alors, quelle aide leur serait a priori nécessaire? Eh bien, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure par rapport aux ADD qui sont déjà en situation de proche aidant. C'est surtout une aide par rapport à la gestion administrative, aux relations avec les différents organismes, à la suivi des comptes, pour presque 8 sur 10. L'aide à la vie quotidienne, bien sûr, hein, soit l'entretien du logement, que les courses, la préparation des repas, donc des aspects très pratico-pratiques. L'aide, l'accompagnement en tout cas à la santé, hein, que ce soit effectivement le suivi des traitements, des médicaments, qui est aussi un point extrêmement important. Et puis, la compagnie, hein, le fait aussi de permettre aux proches aidants de ne pas être isolés et de pouvoir avoir un soutien moral. La distance géographique est ressentie, hein, comme un souci majeur, hein, pour 86% des aidants, parmi les ADD, en tout cas les futurs aidants, si je puis dire, ce qui n'est pas trop surprenant, puisque bon, un ADD exerce rarement à proximité, notamment de ses parents. Et donc cette inquiétude, elle est quand même très importante. C'est une inquiétude sur le fait que, bah, déjà, être aidant, ça va inquiéter, ça inquiète dans la vie tout simplement. Et que ces sujets comme pouvant avoir un impact particulièrement négatif sur la vie professionnelle et sur la carrière, pour près de 8 ADD sur 10. Alors quels seraient les impacts, hein, qui pourraient inquiéter? Ça rejoint ce que Anne présentait concernant les ADD aidants, la fatigue physique et mentale que va générer cette situation, la difficulté à pouvoir concilier les horaires de sa fonction, le stress et l'anxiété que cela va également engendrer, sans compter les difficultés liées aux absences ou au retard. Et par rapport à ça, pour les ADD qui pourraient se trouver en situation d'aidance, pour eux, la solution passerait par des horaires de travail flexibles, donc adaptés, par une meilleure formation sur les droits, hein, et les ressources qu'un aidant peut avoir, et par un accompagnement aux actions administratives. Ce sont les trois axes majeurs, en tout cas, d'accompagnement qui seraient souhaités. Point important, la sensibilisation par l'employeur est jugée nettement insuffisante. Que l'employeur soit l'UCANS, la Caisse nationale ou l'organisme local, pour trois quarts des ADD, cette sensibilisation n'est pas adaptée. Et je passe la parole à Anne. Alors, sur la connaissance du dispositif, on se rend compte qu'en fait, il est très méconnu. Et elle est véritablement à renforcer parce que c'est ce qui, entre guillemets, de façon un peu brutale, je veux dire, qui pêche. Le protocole actuel, il est connu, oui, mais de manière très large, par 52%. Et il y en a quand même 42% qui ne le connaissent pas du tout. Et ça, vraiment, c'est très fort. Et quant au mesures, dispositifs qui sont en place. Euh, on considère enfin, vous considérez qu'elles sont plutôt satisfaisantes, les mesures, mais en l'occurrence, la communication, elle, par contre, ne l'est absolument pas. Elle est même inexistante pour 17% d'entre vous. Donc, on est à près de 70% de personnes insatisfaites sur cette question. Et donc, les aménagements pour les situations, pour les agents en situation d'aidant apparaissent comme absolument nécessaires pour 95% d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le dispositif actuel? Comment il est perçu?
Donc, on a un point important qui est la plateforme numérique d'information et de conseils personnalisés. Je tiens à vous rappeler que, enfin, vous annoncer que sur cette partie-là, là, très spécifiquement, ce sont les ADD aidants qui ont répondu, puisque ce sont eux qui ont pu bénéficier ou pas, mais comme ils sont aidants, ils étaient concernés vraiment par la situation. Et là, on se rend compte que bah, la plateforme, elle était méconnue de 28% des ADD aidants. Donc, c'est beaucoup. Ensuite, sur la cellule d'écoute, alors, elle a été très peu euh, utilisée parce qu'il y en a déjà 35% qui ne savaient pas qu'elle existait, 64% ne l'ont pas utilisée et le 1% qui l'a utilisée, même si on peut considérer ça comme très faible, bah, néanmoins, elle a été utile. Donc, on peut se poser la question de la rendre plus visible, se dire qu'il est peut-être l'utiliser de façon, parce que si elle apporte une réelle utilité, utilisons-la. Sur l'autodiagnostic, il manque complètement sa cible. Je vous explique. Euh, L'autodiagnostic, il doit permettre normalement à une personne euh, qui se pose la question, qui aide ponctuellement ou pas, mais qui n'a pas encore reconnu son statut d'aidant. Or, là, bah, il faut aller sur une page où, en fait, les personnes qui ont répondu n'ont pas besoin de faire l'autodiagnostic puisqu'elles savent déjà qu'elles sont en situation d'aidance. Et pourtant, c'est très important que les gens reconnaissent cette situation d'aidance. Être proche et donner un coup de main, ça fait partie de la vie quotidienne. Être proche et aidant, ce n'est plus du tout la même notion. On est sur quelque chose de beaucoup plus présent, de beaucoup plus lourd à porter et avec un impact généralement affectif plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle sortir du déni d'une certaine façon et se reconnaître aidant est une phase importante que doit permettre cette plateforme. Alors, quant au panier de service, euh, il y en a 45% parmi les gens qui a été légitime totalement à en disposer, qui ne savaient même pas qu'il existait. Ça, c'est hautement regrettable. On a vraiment un gros défaut de communication. En revanche, bah, quand ils ne l'ont pas utilisé, mais en le sachant, c'est que ça ne correspondait pas à leurs besoins ou c'était plus d'actualité. Par contre, bon, pour ceux qui l'ont utilisé, les quelques rares, on est sur du jardinage, un peu d'heures d'aide à domicile, et on est sur des choses en fait qui sont déjà existantes par d'autres biais. Ensuite, quant au volume d'heures mis à disposition, euh, tout le monde considère qu'en fait, ça devrait être plus, parce que certains considèrent que ce n'est pas suffisant, puis d'autres disent ça mériterait quand même un peu plus. Alors, ce qui est enfin, c'est pas surprenant, mais ce qui est décevant, c'est qu'on a une qualité des services qui n'est pas à la hauteur de ce qui est présenté. C'est-à-dire que dans la slide suivante, vous verrez que la note mise à ce qui est proposé est de 3,5. Mais par contre, dès lors qu'on en fait la demande et qu'on en a besoin, on n'est plus qu'à une note de 2,8. Et ça démontre que oui, il y a des besoins. L'offre était censée y répondre, mais quand elle y répond soit de mauvaise qualité, et ça c'est souvent, hélas, le cas avec tous les soins, toutes les situations d'aide à domicile, où on peine à recruter des personnes, et encore plus des personnes réellement fermées à chacune des pathologies, formées à chacune des pathologies. Et donc, on a une partie du service de panier qui est considérée comme moins utile, c'est-à-dire le jardinage, bien qu'il soit utilisé, et le bilan téléphonique par un ergothérapeute. Et par contre, ben voilà, on avait un panier de services totalement mis sur les aidés, et rien pour les aidants. Or, c'est ça qui est peut-être le plus important aujourd'hui et c'est sur quoi on veut avancer. C'est que les aidants actuels considèrent qu'ils auraient besoin d'heures d'aide à domicile pour eux parce que tout le temps qu'ils passent au domicile de l'aider, c'est du temps qu'ils n'ont pas pour gérer leur famille et leur espace personnel. Et puis, c'est aussi une prise en charge d'une aide psychologique ou de consultation paramédicale. C'est aussi reconnaître que l'aidance a un impact lourd sur la santé mentale. Et le prendre en considération est essentiel. Donc le panier de services, on n'est pas sur, enfin on n'est pas, on pourrait être sur des services à domicile très importants, mais il y a aussi quand même une attente, a priori exprimée par vous et nos collègues, sur une prise en charge mentale. Et sur la possibilité d'un complément de rémunération de la part de l'employeur, alors là, on est sur une méconnaissance, enfin, on est pratiquement, personne ne sait que ça existe parmi les aidants qui auraient peut-être pu en bénéficier. Mais par contre, il y en a 2% qui ont réussi à en bénéficier. Donc, c'est très, très peu, hein.
Quant aux aménagements d'horaire, voilà, que dire? Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient en bénéficier. Certains ont fait une demande, mais ils n'ont même pas pu en bénéficier. Ça, c'est quand même plus problématique aussi. Donc ça, Et puis sur les aménagements d'horaire et de passage à temps partiel, bah, en fait, il y a une méconnaissance aussi. Certains ne se sont pas sentis concernés, mais d'autres ne savaient pas qu'il y avait ce dispositif à leur disposition. Alors, sur les ADD non aidants, on est sur quelque chose qui est, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est totalement dans la lignée des aidants. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les mêmes contraintes, la même nécessité de bénéficier de services qui leur soient mis à disposition. Et l'aménagement du temps de travail et des horaires de travail, c'est vraiment l'élément le plus prégnant. Sur le panier de services, effectivement, c'est une vraie question qui se pose. L'outil d'autodiagnostic pour des non-aidants, quand 56% disent qu'ils pourraient en avoir besoin, ça démontre qu'il y a une attente là-dessus. Et de même pour la retraite progressive ou un dispositif spécifique, il y a une volonté d'être accompagné face à cette situation nouvelle et qui en plus est anxiogène. On ne va pas revenir sur les services. On voit bien que on est exactement dans la même proposition que pour les aidants actuels. Et sur le service, on est également sur les mêmes principes. Donc voilà, c'est un point important parce que c'est à partir de tout cela et de ce que nous avions en tête que nous avons pu évoquer des propositions que Benoît va vous présenter maintenant. Merci Yann. Effectivement, à travers cette enquête, nous avons aussi voulu faire évaluer la pertinence des propositions que le SNADEO CFTC pourra apporter lors de la négociation, des propositions qui visent à améliorer la situation des agents de direction aidants et d'améliorer en tout cas leur accompagnement. Alors ces propositions, elles correspondent à trois axes majeurs. Donner une plus grande disponibilité en temps aux agents de direction qui seront proches aidants, donner des conditions d'aménagement de leur temps de travail qui sauvegardent leurs conditions de travail et permettent de mieux concilier leur exercice professionnel, leur responsabilité d'agent de direction avec les nécessités de la présence auprès de leurs proches à aider. Et puis, troisième axe, avec un soutien ou accompagnement financier afin d'éviter que aider un proche nuise au niveau de rémunération, pouvoir d'achat, et soit un élément presque de précarité. Alors, le premier axe concerne le besoin de disponibilité pour faire face à la charge d'un proche aidant. Les agents de direction ont besoin de dispositifs flexibles et souples qui, entre guillemets, leur libèrent du temps qu'ils pourront mettre à disposition de leurs proches aidants, quels qu'ils soient. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui s'intègrent à cette volonté. Tout d'abord, la création d'un compte épargne-temps aidant fléché, le CETA, qui part du compte épargne-temps déjà existant, hein, mais le compte épargne-temps existant a des règles contraignantes, il est plafonné, il faut avoir un certain nombre de jours pour pouvoir l'utiliser. Là, en l'occurrence, on souhaiterait que pour les aidants, et à partir aussi de délais de prévenance et d'organisation, on puisse proposer un compte épargne-temps qui serait déplafonné, déjà, puisque la durée des danses peut parfois être assez longue, qui puisse être pris très rapidement, dès les premiers jours épargnés, puisqu'il y a des situations également d'urgence. Et cette proposition est jugée pertinente et utile, nécessaire, par 8 agents de direction sur 10. Cela donc nous conforte dans cette proposition. Alors, ce compte épargne-temps aidant serait assez souple, et souple notamment dans son utilisation et son alimentation. L'alimentation sur la base d'un volontariat pourrait se faire principalement pour les gens de direction par des jours de congé supplémentaires, donc tout ce qui est hors congé principal, par des jours RTT, par la transformation de la prime d'intéressement, hein, c'est pratiquement les trois quarts des gens de direction qui y souscrivent, et également par la transformation en temps du 13e ou du 14e mois pour au moins 6 ADD sur 10. Le don de jour est également une formule qui est reconnue. Le deuxième dispositif, c'est de reconnaître un droit au repos garanti, garanti par l'employeur pour l'agent de direction aidant.
Parce que prendre des congés ou des RTT pour aider un proche, c'est pas du repos. Et il peut être de l'intérêt de l'employeur que d'avoir un agent de direction, si je puis dire, frais et dispo, qui, après avoir aidé son proche, a pu quand même avoir quelques moments où il a pu aussi se ressourcer et se reposer. Alors l'idée, elle est, là aussi, pour être assez raisonnable, puisque nous sommes soucieux d'un équilibre hein, dans nos propositions, c'est un abondement qui serait fait par l'employeur à hauteur de 10% des jours de congé ou de RTT pris. Très concrètement, un agent de direction qui aura utilisé 10 jours de RTT pour aider un proche, eh bien, pourrait avoir une journée supplémentaire, une 11e journée, qui serait l'occasion d'avoir un répit. Et cela montre aussi un point très important quand on parle des absences ou des présences. Vaut mieux peut-être avoir du temps disponible pour s'occuper de son aidant et revenir, si je puis dire, en pleine forme, que de ne pas avoir ce temps, de devoir être dans sa fonction, dans son organisme, mais peut-être d'avoir la fatigue et de ne pas avoir forcément la tête aussi pour son travail. Voilà, l'absence n'est peut-être pas forcément là où on a l'habitude de la voir. Autre dispositif pour donner un peu plus de temps, un petit congé aidant, à l'image de ce qui existe pour les congés enfants malades. En fait, il s'agit plus d'une autorisation d'absence que d'un congé proprement parlé reconnu. Mais on l'a vu que souvent des besoins administratifs s'imposent, nécessitant des démarches. Et donc 3 jours dans l'année pour pouvoir faire ces démarches pour un proche pourrait être utile. Vous voyez que 9 ADD sur 10 au moins y souscrivent. Deuxième axe, des mesures en termes d'amélioration des conditions de travail, surtout d'aménagement du temps de travail. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que les agents de direction n'ont pas besoin de s'absenter, mais puissent concilier à la fois leur exercice professionnel, leur responsabilité avec ses exigences, et également la disponibilité vis-à-vis de leurs proches aidants. Pour ce faire, plusieurs outils. D'abord, le télétravail. Indépendamment des accords télétravaillés existants, souvent les ADD, quand ils en bénéficient d'un ou 2 jours, dans le cadre souvent d'un forfait. L'idée serait de pouvoir proposer, tout en ayant des règles de prévenance, bien sûr, justificatifs, une possibilité de télétravail élargi qui répondrait davantage aux besoins de l'agent, donc qui aidant. Et cette formule, eh bien, trouve l'assentiment de presque de 9 ADD sur 10. Alors, ça pourrait prendre des formes différentes, la possibilité de télétravailler depuis 2 adresses différentes, dont une adresse qui serait peut-être soit au domicile ou à proximité du proche aidé. La possibilité sur un temps limité de pouvoir télétravailler pendant un nombre important de jours dans la semaine, en tout cas au-delà de 2 jours. Et la possibilité également de recourir à un télétravail exceptionnel de courte durée pour des salariés qui ne s'étaient pas inscrits dans le cadre de ce dispositif. Ces adaptations reçoivent en tout cas une majorité de suffrages. Autre outil, outre le télétravail, au niveau des aménagements, bah, c'est l'aménagement des horaires. Alors tout simplement de pouvoir, y compris pendant ce qu'on appelait les plages fixes, adapter le temps de travail des agents de direction pour répondre aux besoins, sachant que les besoins souvent des proches à aider se font, si je puis dire, pendant les heures de bureau. Alors parmi ces aménagements, on a notamment la semaine de travail sur 4 jours hein, qui évite le temps partiel, donc ça évite une dépréciation de la rémunération. Et là, c'est un aménagement qui reçoit l'assentiment de 7 ADD sur 10. Euh, on a également donc des possibilités de recours au temps partiel adapté en fonction donc, des besoins. Le maître mot, vous le voyez, c'est flexibilité et souplesse. Enfin, troisième rang levier, l'accompagnement financier des agents et agents de direction en situation d'aidance. Il ne s'agit pas, notamment à cause de la réduction du temps de travail et des absences, de nuire à la situation matérielle des ADD qui sont aidants. Donc là, sur ce besoin, il est pour plus de 3 quarts des ADD reconnus. Il pourrait prendre la forme de plusieurs dispositifs. Tout d'abord, le principal,
c'est de ne pas nuire à l'avenir, et donc de permettre toujours une prise en charge sur une base taux plein des cotisations de retraite complémentaires pour les agents de direction qui seraient aidants par leur employeur, à l'instar de ce qui existe dans des accords RSE. De permettre également de rémunérer les autorisations d'absence, hein. L'accord UCANS prévoit qu'il y a des possibilités de sans solde dans la limite de 20 jours. Alors, est-ce qu'on pourrait en tout cas atténuer le côté sans solde et permettre financer tout ou partie? Ce serait déjà un élément. Et puis, effectivement, de pouvoir augmenter la durée annuelle des maintiens de rémunération pour les salariés qui bénéficient des allocations correspondantes. On a là donc quelques pistes qui amélioreraient le niveau de prise en charge. Enfin, et ça c'est pour l'avenir, proposition que nous avons fait, sans alourdir les cotisations salariales, de permettre, dans l'outil totalement de la prévoyance, de créer une contribution, une cotisation aidante qui pourrait être assez faible, mais qui permettrait justement de pouvoir financer ces soutiens financiers. C'est une idée donc qui reçoit là aussi l'assentiment de 2 tiers des agents de direction. Je Et laisse à donc, maintenant la présentation des coûts de ces mesures. voilà. Alors, nous avons des mesures que vous a présentées Benoît, mais nous en avons d'autres que nous n'avons pas soumises à l'enquête, parce qu'en fait, nous en avons beaucoup. Et donc, je vais vous en donner deux qui sont particulièrement et emblématiques et qui montrent aussi dans quelle démarche on se trouve. Et en fait, on a quand même fait le calcul du coût de l'ensemble des mesures que nous proposons. Et je tiens à préciser de base que la plupart d'entre elles n'ont aucun coût financier pour les caisses en tant que tel. Il n'y a pas d'atteinte au budget des caisses. Donc, il y a un point important, c'était de penser aussi à un fonds national de dons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les caisses, on ne consomme pas forcément tout des dotations globales que nous recevons, et il y a toujours un peu de reliquat. Eh bien, si ce reliquat de l'ensemble des caisses, de l'ensemble des branches était mis dans un fonds national, cela permettrait de financer ou effectivement, face à des situations spécifiques avec des besoins particuliers financiers, ben, peut-être de jouer avec ce mécanisme-là. Et puis, on s'en est rendu compte, on a été obligé en 2024, je crois, en tout cas en 2024 et début 2025, de faire pour les agents de direction euh, une sensibilisation à tout ce qui était écologique. C'était dans la part variable. Donc on était obligé de le faire. Bah, tout le monde l'a suivi avec plus ou moins d'entrain, mais néanmoins, on a eu tous cette sensibilisation et ça nous a tous fait avancer sur une prise de conscience. Et bien sur on pourrait envisager la même chose concernant les aidants. Il est extrêmement compliqué de considérer ce qu'est être un aidant, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. Et il est dur aussi de partager ce qu'on vit en termes de charge mentale, etc. Or, sensibiliser les agents de direction avant tout, mais aussi les managers, mais ensuite les RH également, puis tous les salariés à cette situation particulière, c'est aussi se donner les moyens de mieux comprendre et donc de mieux accompagner et pas d'être dans une fragilité perçue qui n'est pas légitime en tant que telle. C'est pas une fragilité, c'est un contexte particulier qui affaiblit potentiellement le personnel. Donc voilà, on tient à ça, sachant qu'en plus, en termes de formation, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'était pas tellement mis en valeur par le protocole d'accord actuel. Or, la formation est un point important et elle devrait être introduite également dans le prochain protocole. Voilà, c'était les éléments que je souhaitais mettre en avant sur le surcoût. Et vous verrez en ayant le document que on a pensé vraiment tous les coûts à venir, mais ils sont très légers. Et donc, bah, sur la négociation, puisque tout ça, en fait, nous sert à quoi? À négocier. Et là, je passe donc la parole à Benoît. Alors, merci Yann. Effectivement, donc, nous avons fait cette enquête en prévision de cette négociation pour, au final, par une meilleure connaissance de la situation des aidants et de leurs besoins, proposer à la direction du CONS des mesures, des aménagements
Et c'est la marque de la CFTC qui à la fois répond aux besoins, mais qui en même temps sont réalistes et responsables. Si je puis dire, il ne s'agit pas de demander la lune. Donc, Anne vous l'a bien présenté, la majeure partie de nos propositions ne coûtent pas très cher et ne représentent pas un surcoût qu'on pourrait nous opposer. Un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, hein, c'est plus des aménagements, voire du dialogue et une sensibilisation. Alors, où en est-on concernant cette négociation? On a fait cette enquête au printemps. On l'a exploitée cet été pour que nous ayons les enseignements avant le démarrage de de la négociation le 2 septembre dernier. À ce jour, mi-octobre, nous avons eu deux réunions de négociation, une début septembre et une mi-septembre. La prochaine aura lieu le 21 octobre, puis novembre et décembre. La période de négociation va s'étaler jusqu'au premier trimestre 2026 et elle le pourra d'autant plus que a été signé un accord de prolongation hein, que nous avons signé pour prolonger le dispositif actuel au-delà du 31 décembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2026 pour se donner le temps de la négociation. Voilà. Donc, les propositions qu'on vous a présentées, on va les porter en espérant que une partie d'entre elles puisse se trouver dans le prochain accord. À l'occasion des deux premières réunions de négociation, en tout cas le bilan qu'a fait aussi Lucan se rejoint à le nôtre, hein, sur la sous-utilisation, le faible niveau de connaissances et d'information des dispositifs existants. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on a un accord, l'accord de 2021 est un bon accord avec des dispositifs intéressants, mais peu utilisés. Et en plus, financièrement, notamment grâce à la CAPSA, qui consacre 3% de ses cotisations, eh bien, le budget, on va dire, utilisé pour financer ces actions ne l'a pas été intégralement. Et bien au contraire. Et donc, il y a un reliquat important qui s'est constitué au fil des années, qui fait que pour cette année 2026, il y a possibilité, alors ça sera un one-shot, hein, ça ne sera pas reconductible forcément pour 2027, mais de pouvoir financer un certain nombre d'actions, notamment des actions en matière de formation, de sensibilisation, et ça répond déjà au constat que nous avons pu dresser concernant les dispositifs actuels. Donc, il y a au cours des prochaines séances, sera organisée une étude de dispositifs de formation. On pense notamment à l'Institut 4.10 qui a développé un produit totalement adapté pour pouvoir proposer une formation aussi bien aux directions, aux managers et au personnel sur la situation des aidants. Donc, ce sera un axe important dans cette négociation. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, de son évolution. Vous pourrez le voir à travers nos outils de communication, hein, que ce soit sur LinkedIn, prochainement sur notre newsletter et sur notre nouveau site internet que Anne va vous présenter. Oui, alors effectivement, là, comme l'a dit Benoît, on a travaillé euh, beaucoup sur cette année à de nouveaux modes de communication. Et en l'occurrence, nous avons refondu le site du SNADEO. Il n'est pas encore en ligne, mais il le sera bientôt. Vous serez donc informé préalablement de sa disponibilité. Et en fait, bon, c'est un site plus facile, plus abordable et sur lequel vous retrouverez évidemment toute notre actualité, mais également l'actualité de Lucans avec les comptes rendus que nous faisons INC, RPN, négociations, etc. Et évidemment, pour ce qui concerne le nouveau protocole d'accord aidant, il y aura une actualité mise à jour régulièrement et qui reprendra et qui en renverra vers les posts LinkedIn que nous faisons régulièrement. Et comme il l'évoquait Benoît, nous allons aussi avoir une newsletter. Donc ça, c'est pareil, ce sera pour le début 2026 et on vous présentera tout ça. Mais effectivement, là, nous sommes dans une dynamique où nous voulons être de plus en plus près de vous. Voilà. Alors, concernant donc les questions-réponses, là, dans le cadre de ce replay, effectivement, nous vous proposons, si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des propositions, de nous les adresser donc à l'adresse snadeos.cftc@gmail.com, hein, l'adresse générique du Snadeos, et nous y répondrons avec grand plaisir. Vous avez, voilà, ce que disait Anne,
indication du site internet et notamment aussi de la page LinkedIn. Alors, pour conclure, euh, en vous remerciant d'avoir assisté à cette visio, l'équipe des négociateurs hein, qu'anime Anne euh, va entrer en jeu, si je peux dire, à l'occasion des séances de négociation à Lucans. Pour nous, l'enjeu, à travers ce sujet de l'aidance, c'est de façon constructive, de façon responsable, par le dialogue, par la recherche de compromis, de faire évoluer les dispositifs d'accompagnement en faveur des agents de direction pour mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, mieux concilier les exigences de leur fonction, de leur responsabilité avec les contraintes de leur vie personnelle et faire en sorte ainsi que de résoudre ou d'anticiper les problèmes de santé mentale, problèmes d'anxiété, d'éviter tout phénomène de désinsertion professionnelle. L'enjeu est très très important à ce niveau-là. Et pour nous, si nous sommes investis au niveau du Stadéo CFTC avec toute l'équipe sur ce sujet, euh, c'est parce qu'en fait, il renvoie à des valeurs auxquelles nous sommes attachés, des valeurs d'humanisme, je dirais dire d'humanité, parce que aider ses proches, prendre soin des gens que l'on aime, bah, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus important dans une vie. Et si le monde professionnel peut aider à cela, eh bien, quelque part, on peut fort être optimiste pour l'avenir. Et nous croyons, au sein des CFTC, que par un dialogue social responsable, réfléchi, avec la direction de Lucans, avec les différentes autorités de tutelle, on doit aboutir à proposer, à partir de 2027, aux agents de direction et aussi aux autres catégories, bien sûr, de personnel, un dispositif suffisamment adapté, souple, riche, diversifié, accessible, j'ai envie de dire simple dans sa connaissance, en tirant les leçons du précédent accord, en tenant compte de ses réussites, de ses atouts, mais aussi de ses insuffisances, et de s'améliorer au fur et à mesure. C'est ainsi l'image de la sécurité sociale que nous pourrons faire grandir. Et à l'heure où on a célébré le 80e anniversaire de la sécurité sociale, un accord proche aidant ambitieux qui répond aux besoins serait la marque, la traduction concrète de la considération que notre institution porte à l'égard de ses personnels et notamment à ses agents de direction. Merci. Il faut juste que tu apprennes à l'arrêter, quoi. Il est 16h51, hein, je tiens à le Non, mais dire. attends, tu m'as pressé à un point que tu n'imagines même pas. Mais arrête l'enregistrement. Mais je trouve pas ce bouton là, attends, je ne veux pas dire de bêtises. Non, comment on fait, flûte? Ça y est, le truc il descend. Ça y est.